même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Oui, bonsoir, bonsoir à vous tous qui nous écoutez. Vous êtes sur adionews.info, Adionews Radio, et c'est le débat qui continue, toujours les lundis chargés. Vous savez, après Confiance, ça ne passe pas au Sénégal. Ça passe pas au Sénégal, c'est l'émission qu'anime Babacar avec ses chroniqueurs. Ces chroniqueurs ne sont plus à présenter, c'est Ndiaga Diouf, un travailleur social, mais aussi toujours avec nous Mass Badi depuis Pologne qui va participer à cette émission. Le thème c'est la francophonie. Pourquoi la francophonie? Vous savez bien, c'est le contexte qui l'oblige. Le contexte c'est quoi? C'est le 15e sommet de la francophonie ici même à Dakar dans quelques jours. Ce qui nous fait poser la question, à quoi sert cette francophonie? À quoi sert cette francophonie? On le sait, pourquoi pas? On se pose la question, à quoi sert? Quelle est l'utilité de cette francophonie, mais aussi quelle est son importance, à quoi, qu'est-ce que nous rapporte cette francophonie? Oui, on se pose beaucoup de questions sur cette francophonie. La francophonie va-t-elle au-delà de la langue? Est-elle une matérialisation autour d'un canal commun des affinités naturelles des pays qui la composent? Appartenir à cette famille nous rapporte quoi? Bref, quelle est son utilité? Ça sera tout de suite sur AdioNews avec mes chroniqueurs. Et je vous disais tantôt, mes chroniqueurs, vous les connaissez, c'est Ndiaga Diouf, un travailleur social. Il est toujours avec moi, engagé pour des causes, on va dire, africaines, mais aussi sénégalaises, pour parler parce que ça l'intéresse, parce qu'il trouve que ici, c'est un forum au moins où les débats sont posés, où la parole, elle est retrouvée. Ça ne passe pas au Sénégal, c'est les grandes questions. Après Confiance, c'est nous pour discuter avec vous sur cette question de la francophonie. Oui, le sommet, mais aussi la francophonie, on sait, c'est une économie, un regroupement d'intérêts, on va dire, économiques. C'est un regroupement de la France, c'est le précaré de la France, et c'est beaucoup de choses, et de cela que nous allons parler aujourd'hui tout de suite. Mais avant de commencer, nous allons essayer de voir, est-ce qu'il est là déjà? Mass, allô, bonjour Mass. Oui, alors je vous entends bien. Bonjour Babacar, bonjour mes co-débatteurs. On va dire bonjour aux auditeurs de Radio AdioNews. Ils sont là, Mass, il est là, bonjour. Bonjour Mass. Oui, c'est Ndiaga Diouf. Ndiaga Diouf, co-débatteur, comme tu dis, chroniqueur de cette émission qui est là, qui te dit bonjour. Ok, donc nous avons Mass Badi aujourd'hui, nous avons toujours Ndiaga Diouf, nous avons certainement, il va arriver, il s'appelle Mahamadou Rassoulou Diouf, il est militant de l'APR, il sera là dans quelques minutes pour défendre certainement son président qui est un grand défenseur de la francophonie. Nous avons certainement, il est syrien, il s'appelle Abdel Razak, il a du mal à se connecter, il est syrien, c'est... La Syrie aussi a cette partie de la francophonie, ah bon? Malgré des problèmes. La Syrie, oui, une partie de la francophonie. Comme on voit, c'est pas que l'Afrique, c'est partout cette francophonie. Donc nous allons essayer de joindre un petit peu Mendy qui va nous parler toujours de cette francophonie, Touneuf qui doit participer à ce débat. Mais d'abord, commençons par Ndiaga. On reviendra sur cette petite Touneuf va nous faire un rappel, c'est notre journaliste à Paris, un rappel de cette francophonie. Oui, voilà, il est là, Touneuf. Touneuf Mendy, bonsoir Touneuf. Oui, bonsoir à tous. Oui, Touneuf, tu connais bien donc les débats sur AdioNews. Tu as l'habitude de nous faire un petit rappel des sujets que nous discutons. Aujourd'hui, le débat c'est sur la francophonie. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur la francophonie, juste pour lancer le débat? Juste un rappel historique peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet. Le mot francophonie apparaît pour la première fois en 1880 sous la un géographe qui s'appelait Onésime Reclus. Voilà, la francophonie pour désigner cet ensemble que constituent toutes les personnes qui, sur la surface de la Terre, s'expriment donc en français. Mais jusqu'en 1960, le terme sera très peu utilisé. La francophonie comme concept et comme réalisation ne prend en effet son envol qu'après la fin théorique de la colonisation, et ce, grâce à trois phénomènes. D'abord la décolonisation, avec l'adoption du français comme langue officielle et langue d'enseignement pour les nouveaux États indépendants et donc souverains. Ensuite, ce sera le boom des moyens de communication qui, vont comme ça
permettre aux francophones dispersés sur les 5 continents de pouvoir donc dialoguer et de s'organiser plus facilement. Et enfin, l'affirmation d'une revendication identitaire francophone. Et quand je dis cela, je pense au Québec notamment. Ces 3 phénomènes-là, pris ensemble, vont redonner souffle et vigueur au mot francophonie et le charger de nouveaux sens. On va se former des associations par là, par ici, des réseaux aussi, comme en 1961 avec l'OPELF, l'association des universités partiellement ou entièrement de langue française. D'éminentes personnalités militent pour la construction d'une francophonie internationale cohérente, avec comme porte-flambeau le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. S'ensuit une panoplie d'associations, l'AIPLF en 1967, là c'est l'association internationale des parlementaires de langue française, la FIPF en 1969, c'est la Fédération internationale des professeurs de français. Certaines associations existaient déjà bien avant, je pense à l'Alliance française fondée en 1883 ou encore à l'Union internationale des journalistes et de la presse de langue française créée dès 1950. La troisième grande période de l'histoire de la francophonie va s'ouvrir au début des années 80 lorsqu'un autre ancien président français, François Mitterrand cette fois-ci, décide de donner au plus haut niveau une dimension politique à la francophonie en organisant pour la toute première conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en commun l'usage de la langue française. C'était en 1986, 41 participants y étaient. Depuis lors, les sommets se succèdent tous les 2 ans. 1987 Québec, 1989 Dakar déjà, 1991 Paris, 93 île Maurice, 2002 à Beyrouth au Liban, il y a 2 ans, en 2012 donc, à Kinshasa, et donc 2014, à la fin de ce mois, ce sera à Dakar, et c'est en 1984 qu'a été institué le Haut Conseil de la francophonie. Pour la première fois, le mot francophonie va apparaître dans le cycle, dans un socle même d'une institution officielle française qui se trouve être par ailleurs, disons-le clairement, majoritairement composée de personnalités non françaises, Afrique, mais ailleurs aussi, vous le disiez à l'instant. Le message symbolique est fort, il s'agit pour tout ce qui touche à la francophonie d'associer la France à l'ensemble de ses partenaires francophones et de ne plus limiter la réflexion et l'action à la seule promotion de la langue française, mais de l'étendre comme ça à tous les aspects de la coopération francophone, économique, scientifique, technique. 2 ans plus tard, 1986, Jacques Chirac, l'ex-président français, crée pour la première fois dans l'histoire de la France le ministère de la francophonie. Aujourd'hui, le portefeuille est dévolu à Annick Girardin, qui n'est pas ministre, mais juste secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie. Pour saisir le rôle que jouent à présent les francophones sur la scène mondiale, il suffit de se référer, si je puis dire, au sommet de l'île Maurice, je vous le disais à l'instant, et à l'événement capital qui s'y est déroulé. En clair, le relais des 47 pays francophones réunis à cette occasion, ils ont pu comme ça faire triompher l'idée de l'exception française, l'exception culturelle française. C'est quoi? L'idée que la culture, c'est l'idée que la culture n'est pas équivalente à une simple denrée économique traditionnelle, par exemple, que les produits culturels comme l'art, le cinéma, ne doivent pas être taxés au même titre que le pétrole, par exemple. En gros, la francophonie se veut comme ça une communauté axée autour de 3 points. La communauté linguistique à travers le français, la communauté politique et le 3e point, la communauté de valeurs et d'idéaux partagés. Eh bien sinon, à quoi bon s'organiser, j'ai envie de dire, en effet, si on n'a pas d'idéaux à proclamer, de messages à diffuser, comme ça, à travers le monde. J'ai été long, je voulais juste terminer en disant quand même que la francophonie, si elle soulève des enthousiasmes, elle suscite aussi des résistances, des réticences même, voire de franches oppositions. Et je pense qu'on va notamment le constater dans cette émission. Encore juste un mot pour finir. Pour la première fois depuis la création de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, la France semble avoir décidé de ne pas faire, le roi et entend s'en remettre à la sagesse de l'Afrique qui, disons-le clairement encore une fois, est majoritaire dans cette organisation. Si la France s'y conforme, eh bien je trouve que c'est quand même la moindre des choses parce qu'on ne peut pas en effet crier sur tous les toits sa détestation du post-colonialisme et venir après chercher le soir venu la bénédiction de Paris. Ceci devrait plutôt appeler nos chefs d'État à une réponse guidée par quelques critères simples, le souci de l'unité africaine,
ou encore le respect des valeurs économiques, tout simplement. Merci Touneuf, tu vas rester avec nous parce que ce débat-là t'intéresse aussi, vu que ce petit rappel qui nous intéresse. Mais ce petit rappel nous fait rentrer directement dans le sujet parce que lui-même, Touneuf, il pose déjà le débat en disant qu'effectivement ça crée des frustrations. Parce que quand maintenant, aujourd'hui, 45 ans, on se pose la question, quoi nous sert cette affaire. Juste avant de te donner la parole, je vais juste rappeler les invités qui sont là. Il y a Lucien, donc Jean-Lucien Nguemi. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Donc, tu as entendu un peu, c'était un petit rappel de l'histoire de la francophonie et qui a duré aujourd'hui une histoire 40 ans avec la France. Touneuf a utilisé les mots comme partenaire, d'autres parleraient de colonie ou de roi et ses valets, quelque chose comme ça. Donc, le débat, il est là. Je rappelle aussi sur le plateau, il y a Cher Sall. Donc, Cher Sall qui est le rédacteur en chef donc du site Adjo News. Aujourd'hui, on est nombreux pour parler de la francophonie. J'espère que ça va être un débat passionné. Donc, je commence par Ndiaga Diouf, que je vais plus présenter. Ndiaga. Vers le début du 19e siècle, avec cet élan de colonisation, la francophonie était un moyen de civilisation par la langue. À la décolonisation, quelqu'un comme Kateb Yassim disait que la langue française est un butin de guerre que nous avons ramassé sous les décombres de la colonisation. Donc je pense que la francophonie a connu des séquences et à chaque étape, il y a un contexte, une configuration mondiale, des conflits d'intérêts et une mission assez spécifique donnée à la francophonie. C'est pourquoi on est passé de la francophonie centrée sur la langue à la francophonie politique. Et aujourd'hui, on va droit vers une francophonie économique. C'est tout le sens de ce rapport que l'État de France, l'État français a commandité avec Jacques Attali sur la francophonie économique que j'ai découvert, mais dont on ne parle pas ici. Mais en tous les cas, les Français, ils savent comment et quels sont les objectifs qu'il faut donner à cet instrument d'organisation d'États internationaux. Mais nous autres Africains, est-ce que nous sommes assez portés à l'interrogation? Est-ce que nous sommes portés sur nos intérêts? Rien n'est moins sûr parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est en pleine préparation de la francophonie, mais ce que nous voyons, ce n'est que du procor. On a du mal à avoir un débat sérieux, un débat de fond sur la francophonie, les missions, les organisations de mise en œuvre de la francophonie, leur bilan, l'AUF, TV5 Monde, etc., le sommet des chefs d'État qui va se tenir et tout ça. Moi, je pense que c'est des instruments qu'il faut interroger, évaluer les résultats et le rendement des projets qui ont été donnés jusque-là, évaluer également en fonction de la perspective, quoi, parce que l'Afrique d'aujourd'hui est une Afrique qui bouge, est une Afrique qui se meut, est une Afrique portée par l'élan de la jeunesse et je pense que au cours de ce débat, nous aurons l'occasion d'approfondir toutes ces questions et ces questionnements. Et ça continue, donc je vais quand même, avant d'aller sur Internet parler aux autres, donner la parole à Cher qui est là. Donc Cher, je vous rappelle, qui est le rédacteur en chef du site Adjo News. Nous coordonnons ensemble avec Touneuf Mendy. Et donc ces débats-là qui sont intéressants, comme je dis, Cher, la question que je vais te poser, c'est cette question, j'aime pas sauter. Est-ce que je suis con ou bête de poser la question de savoir est-ce que c'est intéressant ou est-ce que je suis barjot de poser à quoi sert la francophonie? Ouais, on peut poser cette question sur différentes formes et ça dépend de la conception que tu fais de la francophonie et pourquoi la francophonie et pourquoi pas les autres langues, l'anglais ou bien l'espagnol, etc. Mais nous, on a cette langue qui nous vient de la colonisation. Donc à chaque fois, il faut une langue pour parler avec les autres pays. Il faut une langue pour commercer, il faut une langue pour faire le commerce international, les finances, etc. pour se développer. Au lieu de se plier sur soi-même et parler les langues nationales. Par exemple, le Wolof ou bien le Pulaar, le Diola, on va utiliser ces langues pour traiter avec les États-Unis ou bien traiter avec la France ou bien les autres pays anglophones, etc. dans le monde. Donc, dans un côté, la langue française nous sert à quelque chose, donc c'est-à-dire ça nous sert à s'ouvrir sur le monde, à utiliser la langue française pour le commerce, etc., comme j'ai dit tout à l'heure. Mais l'autre face que ça peut avoir, donc c'est cette perfusion comme je peux dire, cet attachement qu'on a avec la langue française qui découle de la colonisation. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va nous maintenir sous le joug de la France? Est-ce que ce n'est pas du néocolonialisme? Donc ce sont ces conséquences-là qu'on peut se poser les questions. À quoi sert cette langue? Donc on peut dire qu'on va revenir sur cette question. Est-ce que c'est du néocolonialisme? Est-ce que on est affranchi de la France si on utilise tous cette langue? Donc pour rappel, comme Touneuf a fait un rappel historique, mais il y a quelque temps, la francophonie a donné ces chiffres de la francophonie.
Donc ils ont noté une croissance de 7% des gens qui parlent français. 7% des francophones, donc c'est une augmentation de 7%. Donc il y a environ 274 millions de francophones dans le monde, donc et plus particulièrement en Afrique subsaharienne, donc qui constitue 54% des gens qui parlent français ou bien qui sont en quelque sorte, ils ont un lien, soit c'est la langue officielle, ou bien ce sont les gens qui sont francophones, ou bien qu'ils ont des liens avec la France. Et les projections donnent en 2050 ou 2060 que 85% des francophones vont résider en Afrique subsaharienne du fait de la croissance démographique. Donc c'est un réservoir très important qui est l'Afrique subsaharienne. Donc la France s'y cramponne, la France ne veut pas laisser les Africains partir, il ne veut pas laisser les autres langues dominer les pays francophones comme l'anglais, donc les Africains se tournent de plus en plus vers les autres pays. Donc est-ce que c'est une menace pour la France? Bien oui, c'est une menace pour la France si la langue française n'est pas utilisée dans les commerces, dans les échanges commerciaux internationaux, et si la France n'est plus parlée dans le monde, et la France va devenir un petit pays. Personne ne va plus, ou bien en tout cas la majeure partie des pays ne vont plus parler le français. Donc en Asie, je rappelle aussi en Asie du sud-est ou bien en Asie particulièrement, la langue française n'est pas parlée du tout, ou c'est environ 7%. Donc il y a des pays comme le Vietnam, le Laos qui utilisent la langue française, mais c'est une minorité qui l'utilise. En Europe aussi, il y a des gens qui utilisent la langue française, mais c'est une minorité. Donc c'est le réservoir, c'est en Afrique, donc on est africain. Donc ça nous concerne. Est-ce que c'est du néocolonialisme? Donc on va y revenir sur ça, Babacar. Cher, d'ailleurs, ce qui me pousse à poser directement la question des autres, parce que tu as abordé dans ton intervention deux choses, en disant que oui, ça nous sert pour le commerce, ça nous sert pour s'ouvrir, mais on a cette peur que ça soit du néocolonialisme. Mais est-ce que, pour les autres qui m'écoutent sur Internet, on peut faire la différence où il y a une limite entre juste la langue comme outil, comme expression, et cette capacité à dominer le monde? Est-ce que finalement, les Français ne passent pas par là sur l'instrument pour dominer effectivement? Et ça, c'est ma première question. Deuxièmement, on utilise le français en disant oui, ça nous sert. Mais est-ce que si le français n'était pas là, on était obligé de communiquer, parce que les gens vont communiquer, et ce serait certainement avec le Wolof, ou le Diola, ou une autre langue, mais que le français, ça revient encore son côté domination. On va revenir avec mes auditeurs. D'abord, je vais commencer par Mas Badi. Mas, tu as entendu ces 3 ou 2 interventions sur la francophonie. Qu'est-ce que tu en dis, toi, en tant que Sénégalais qui réside en Pologne, qui parle peut-être polonais et aussi français? Qu'est-ce que tu nous dis, Mas Badi? Écoutez, tout ce que je veux vous dire à propos de la francophonie, comme l'a dit mon prédécesseur, la francophonie, elle est toujours là. Mais moi, je crois qu'une des questions aussi qu'on doit se poser, il faut il n'y a pas encore cette sensibilisation au niveau des populations, même à l'école. Vous savez, Babacar, quand on était à l'école, je ne sais pas, au lycée, on ne nous enseignait pas ça. Francophonie, en général, beaucoup, y compris même en France. Peut-être même les Africains sont beaucoup plus informés, savent beaucoup plus que les Français qu'est-ce que c'est la francophonie. La francophonie, en général, à part la population politique, la classe économique, mais les populations, la grande partie d'entre eux ne savent pas à quoi sert cette francophonie, qu'est-ce que cela nous rapporte, ou bien c'est juste pour la promotion de la langue. Évidemment, c'est une des promotions de la langue française. Est-ce que ça nous rapporte quoi? Est-ce que c'est fait exactement pour faire du folklore, pour faire de l'art, de la culture, du sport, ou quelque chose comme ça? Mais tout ce que je veux vous dire, comme évidemment, quand on va dire la francophonie, il faut sous-entendre c'est l'Afrique en général. Donc pour faire du business, le commerce en général, les échanges, mais vous savez, la France aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, la France est un pays qui est dans l'Union européenne, et quand vous êtes membre de l'Union européenne, vous avez des traités économiques que vous avez signés. Donc autrement dit, la France peut faire, a toujours fait d'ailleurs, des économies avec les pays de la francophonie et plus principalement les pays africains qui composent près de 85%. Et maintenant, vous savez, quand vous êtes membre de l'Union européenne, il y a des traités que vous avez signés. Vous ne pouvez pas, évidemment, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Maintenant, moi, ce que je veux dire, étant africain, tout ce que je voudrais dire exactement,
Maintenant, en général, nous, quand il s'agit de coopération avec la France, en général, nous, Africains, en général, on attend pour que la France prenne des initiatives. En général, on est comme ça, malheureusement. Donc, on attend pour que la France fixe qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, quels sont les objectifs qu'on va faire. Étant donné que la France est une minorité par rapport au continent africain, c'est, moi, je pense que les grands économistes, on en a beaucoup, les grands économistes africains, s'ils doivent faire des partenariats économiques dans l'espace de la francophonie, c'est à leur chance. C'est à leur chance de tracer, essayer d'élaborer un programme. Qu'est-ce qu'ils veulent de ce partenariat économique? Qu'est-ce qu'ils veulent de ce partenariat économique? D'élaborer un plan. Je vais encore ajouter autre chose. Évidemment, quand il s'agit de la francophonie, ce n'est pas tout simplement de l'économie, évidemment. C'est aussi un moyen, n'est-ce pas, d'essayer de concurrencer les autres langues. Par exemple, l'anglais qui est la première langue la plus parlée au monde. Cette francophonie, en général, est utilisée aussi pour essayer de concurrencer, essayer de dominer. Vous savez, pour dominer, je ne sais pas, un continent ou un peuple, il faudra d'abord lui imposer une langue. Je ne dis pas que la francophonie est mauvaise, mais vous savez, on est colonisé comme Africains parce qu'on nous a imposé une langue. Bon, même si cela n'a pas été fait par une dictature sanguinaire, mais aussi ça nous a été imposé peut-être autrement. Pour dominer, je ne sais pas, pour essayer de chercher une influence, il faut que c'est la langue d'abord. C'est la langue pour faire du commerce, c'est la langue pour faire. Vous avez même pris l'exemple même en général. Pourquoi, étant sénégalais, je vais vous donner un exemple. Comment les Sénégalais se sont parvenus à communiquer le Wolof, mais c'est par le commerce. La communauté ethnique Wolof a développé la langue qui est devenue la première langue nationale du Sénégal, le Wolof, par le commerce. Et pour avoir une influence économique, il faut d'abord la langue. Si vous ne comprenez pas la langue, ça va être très très difficile. À l'étranger aujourd'hui, peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir. Qu'est-ce que le français représente ici? Okay. Est-ce qu'on utilise ici actuellement? Bon, ici en Pologne, je vais vous dire, est-ce qu'on utilise, à quoi ça sert? Est-ce que étudiants africains francophones qui sont là, est-ce qu'ils utilisent cette langue ou pas? Ok, merci Mas, on l'a vu, c'est un exemple effectivement. On va rebondir sur toi tout à l'heure parce que c'est un exemple, parce que étant ailleurs, vous apprenez une autre langue qui n'est pas le français et parvenez à communiquer et vous apprenez dans cette langue-là. On va y revenir comme quoi que c'est pas facile d'apprendre avec une autre langue. Le Wolof pourrait jouer le même rôle. Bon, peut-être pas internationalement, mais localement. Mais on va y revenir. Juste Lucien qui parle d'ailleurs peut-être Lingala aussi, un autre exemple. Jean-Lucien. Oui, en tout cas, merci beaucoup. En passant, je salue tous les participants à cette émission. Et puis, avant d'abonder dans le même sens que mon prédécesseur, monsieur Mas Badié, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Exactement ça, Mas depuis Pologne. Oui. Alors, je m'en vais d'abord commencer par les thèmes, bien les sujets que nous abordons aujourd'hui, parce que ça m'a un peu tiqué dans la mesure où vous avez posé la question, quelle est l'utilité de la francophonie? Tout à fait, oui. Alors, moi, quand j'essaye un peu de comprendre qu'est-ce qu'on entend par l'utilité, je vois que c'est le caractère de ce qui est utile. Tout à fait. Et puis, utile, c'est qui a la capacité d'être un moyen en vue d'une finalité donnée. Exactement. Alors, maintenant, je me suis posé la question, donc, c'est comme si, en déterminant les sujets, c'est comme si vous avez répondu aux places des participants. Oui. C'est comme si, on peut résumer que voilà, la francophonie, elle est utile pour l'Afrique. Ou bien, vous auriez dû au moins poser la question, est-ce que la francophonie est utile pour l'Afrique? Nous pouvons comprendre parce que comme les prédécesseurs viennent de le dire, il y a aussi d'autres pays. Je vois en France, dans les représentations diplomatiques, dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle l'Alliance française. Non pas seulement dans les pays francophones. En Asie, par exemple, vous avez dans chaque ambassade de France, ils sont en rapport avec l'Alliance française. C'est juste pour promouvoir leur langue. Alors, mais je voulais pas entrer, c'était juste une petite observation. Mais je voudrais un peu rentrer pour parler un peu de l'utilité de la francophonie. Est-ce que la francophonie est utile aujourd'hui pour nous, les Africains? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'en veux pas vraiment faire l'historiographie de la francophonie. Mais ça vaut quand même la peine pour qu'on puisse comprendre, même si M. Badié puis notre prédécesseur a essayé un peu de les toucher de façon furtive. Si jadis, autrefois,
la francophonie symbolisait le colonialisme, et après quelques temps, il y a le libéralisme de nos jours, on peut prendre les risques de dire que la francophonie revêt le costume d'une espèce linguistique de dialogue, de culture et de coopération. Alors, mais comme vous savez bien, du 13 au 14 octobre 2012, il y a eu le sommet, le 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Il y avait comme thème francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Donc, j'étais un peu curieux de savoir, j'ai dit, bon, si c'était à Kinshasa, dans mon pays, un peu à l'époque, j'étais curieux parce que je manifestais contre la tenue du sommet de la francophonie à Kinshasa. Donc cela nous a permis quand même de nous documenter pour approfondir les sujets. Alors, l'OIF, comme organisation internationale de la francophonie, a pour objectif, écoutez-moi bien, affiché de contribuer à améliorer les niveaux de vie de ces populations en les aidant à devenir les acteurs de leur propre développement. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, donc si l'OIF veut nous aider, c'est-à-dire aider le peuple, pour ne pas parler du tiers-monde, mais des pays en voie de développement, donc, c'est-à-dire, jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore atteints le niveau d'être des acteurs de notre propre développement. D'où je reviens à la question que M. Masbadi a posée tout à l'heure, c'est-à-dire la France prend des initiatives pour les Africains. D'où maintenant on voit que la francophonie n'a pas seulement un seul objectif pour promouvoir la langue, mais il y a encore, comme on dit, un instrument de domination qui est bien entendu sous-entendu. Alors, vous allez comprendre encore sa mission, la mission de l'Organisation internationale de la francophonie qui consiste à promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, la paix, la démocratie et les droits de l'homme, d'appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche de développer la coopération au service du développement durable. Voilà tout un tas de choses que l'Organisation internationale de la francophonie est préoccupée pour aider le peuple africain. Alors quand j'ai vu tout ça, je me suis dit non, si nous pouvons parler de la francophonie comme un instrument qui nous aide à fédéraliser une langue au niveau de l'Afrique subsaharienne, je me suis dit, il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème parce que moi, dans mon entendement, je me dis qu'aujourd'hui, avec la francophonie, le peuple africain a du mal à se développer. Pourquoi? Parce que le peuple africain, en quelque sorte, il est conscient dans son inconscience. Et les gouvernants africains ont aussi du mal à s'adapter, c'est-à-dire à obtenir l'indépendance du continent pour se développer. Puis je dirais encore, la langue française, elle est inhérente à l'histoire dramatique du continent africain, c'est-à-dire une langue qui a été imposée et qui s'est forgée dans la violence, dans la brimade, autant que par la fraternité. Aujourd'hui, si on nous présente, c'est-à-dire l'évolution de la francophonie, mais à l'intérieur, il y a quand même une forme, c'est-à-dire un instrument de domination pour nous, les Africains. Donc si je dis que quelle est l'utilité de la francophonie pour nous, les Africains, je me réserve de dire que voilà, au niveau sur le plan culturel, je suis tout à fait d'accord parce que grâce à la langue française, il y a quand même, les Français semblent être une langue fédératrice pour nous, les Africains. Parce que n'eût été les Français, on pourrait pas se parler, se comprendre. Moi je comprends, mon cher. Excusez-moi, je vais vous interrompre pour une seconde. J'arrive. On a laissé communiquer, le monde a toujours communiqué. D'accord, allez-y. Oui, non, je comprends. J'ai dit, on pourrait se comprendre avec le langage des signes, mais on ne pouvait pas se comprendre directement comme quand vous me dites, voilà, excusez-moi d'intervenir. Il fallait que quelqu'un d'autre qui aurait appris ma langue lingala pour me dire que voilà, Lucien, il veut intervenir. Donc, quelque part, il y a aussi des limites. Merci. Il faut souligner que
l'usage de la langue a été bien présente en Afrique avant que les Français viennent. Donc c'est pas les Français qui nous ont donné cet usage de la langue. Maintenant, il y a eu la colonisation, et même bien avant la colonisation, il y a eu les Arabes bien avant, pour le cas du Sénégal. On a écrit ici, là, avant cela, aussi loin que l'on puisse le remonter, l'écriture avec les hiéroglyphes et tout ça, ça c'est une forme d'expression de la langue, quoi, expression écrite. Donc la France n'a rien à nous. Maintenant, le problème de la langue aujourd'hui est dépassé parce que aujourd'hui, la francophonie est une langue choisie. Parce que quoi que l'on puisse dire, nous ne sommes plus sous les chaînes de la colonisation. Nous sommes libres et décolonisés comme on a l'habitude de le dire. Maintenant, nous avons adopté la francophonie aujourd'hui une langue d'adoption. Maintenant, la francophonie n'est plus que la langue française. Aujourd'hui, il a parlé de ses idéaux démocratiques, de paix et tout ça. On a parlé de la recherche de tout, qui sont des secteurs stratégiques, quoi, par lesquels la France veut passer pour peut-être asseoir son modèle culturel. Et ça ne peut être qu'aux dépens des spécificités culturelles africaines qui sont en mal de reconnaissance. Même dans nos pays, aujourd'hui, vous avez parlé du cadre de la langue, nos langues nationales aujourd'hui codifiées ne sont pas parlées. C'est comme si nous les avions reniées. Mais en tout cas, il faut poser le débat de fond pour voir. Certes, la francophonie a bien des utilités, mais ce qu'il faut poser pour nos autres Africains, c'est la place des pays africains. Étant entendu que nous faisons plus de 50% de la population de la francophonie, quelle est notre place? Quelle est notre contribution? Que gagnons-nous dans cette coopération que la France vient organiser autour de l'organisation de la francophonie? Il y a les mécanismes d'opération de la francophonie. Il y a les agences universitaires de la francophonie. Le rôle doit être interrogé. TV5 Monde, qui est une télévision de la francophonie, l'université d'Alain Sangriri, aujourd'hui, la circulation des biens et des personnes. Si nous sommes une communauté avec des liens historiques aujourd'hui, nous devrions avoir des facilités dans le cadre des échanges et de la circulation, de la libre circulation des biens et des personnes. Regardez comment vivent les ressortissants africains en France aujourd'hui et un peu partout en Europe et tout ça. Voilà des questions de fond, moi, qu'il faut poser. Voilà des questions de fond, effectivement, nous allons y revenir parce que d'ailleurs, c'est pourquoi on se pose l'utilité, parce que Lucien, dans son introduction, c'est bien de nous rappeler l'utilité, mais en posant encore Lucien l'utilité, nous ne cautionnons pas que là, au contraire, tu aurais pu me dire, mais Babacar, tu dis l'utilité parce que tu penses que c'est pas utile. Moi, je lui dis, au contraire, en posant l'utilité, je me pose la question de l'utilité. Mais bon, vu que toi, tu comprends la question autrement, tant mieux d'ailleurs. Tant mieux, donc ça veut dire que le débat, il est bien partagé. Mais juste avant de continuer, je vais aller voir Abdel. Allô? Allô, Boubacar. Voilà. Est-ce que tu as entendu les autres, Abdel, parler? Tout à fait, j'ai entendu la conversation des autres et je trouve que il y a certains désaccords par rapport donc à l'influence de la langue française. Donc maintenant, on sait que la langue anglaise, elle est beaucoup plus importante que la langue française et on voit donc une grande progression donc de l'apprentissage des langues asiatiques comme le chinois, mandarin. C'est devenu donc fondamental dans les entreprises donc qui veulent donc s'exporter à l'étranger et surtout prendre marché donc à l'intérieur de la Chine. Et je trouve que le Chine est devenu comme une forme d'obligation pour tout homme d'affaires qui souhaite commercialiser, parce que voilà, la Chine, elle a une grande notoriété sur le marché. Donc tous les produits donc de biens manufacturés donc qui sont prioritairement fabriqués en Chine. Donc tout le monde a besoin de passer par la Chine, sachant que le peuple chinois il fait beaucoup d'efforts donc à apprendre une nouvelle langue, donc l'anglais. Pour eux, l'anglais aussi est fondamental pour qu'ils puissent commercialiser avec le monde entier. L'anglais est parmi la langue la plus utilisée au monde et pour passer par des contrats donc juridiques avec une entreprise qui commercialise aux États-Unis, en Grande-Bretagne, que ça soit en Arabie Saoudite, que ça soit en Afrique du Sud, donc que ça soit en Inde, tout le monde est obligé de passer par l'anglais. Le français, certes, il a une notoriété dans le sens où si on parle du droit international, donc le français, il est primordial
parce que même la loi en fait anglaise, elle a emprunté beaucoup aux Français pour qu'ils puissent donc aller dans des détails plus profonds dans les notions juridiques. Par exemple, auparavant, dans la cour juridique en Grande-Bretagne, les juristes, ils étaient obligés d'utiliser la langue française. Donc, en termes de juridique, la langue française, elle a une grande notoriété. Ça, je suis certain de ça. Après, concernant la francophonie, certes que voilà, la France, elle a eu une influence qui est assez primordiale sur le continent africain et donc d'autres colonies, donc en Asie, en Moyen-Orient. Donc, ils ont pu donc propager leur langue un petit peu partout dans le monde. Et pour moi, en fait, la langue française, en fait, c'est une langue qui est perçue par nous, par les gens, par exemple, les habitants du Moyen-Orient, comme si c'était une langue qui est assez riche, qui est noble. Ça veut dire, elle a une culture, elle a un passé. Certes que, voilà, l'influence que la langue française, elle a eue en Afrique, elle a beaucoup plus un impact moteur dans le continent africain. Et sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui implantent beaucoup de filiales en Afrique, ça c'est sûr et certain. Donc on retombe donc sur l'ancien mécanisme, donc ce que vous appelez le néocolonialisme, ça veut dire il y a une grande exploitation des ressources en Afrique et ils sont donc principalement concentrés donc dans les mains des hommes d'affaires français. Tout à fait. Oui. Donc oui. Je t'écoute, Aboubacar. Oui, ok. Donc on dit, vous parlez français, je veux dire en Syrie, vous parlez français déjà. Par exemple, pour le cas de la Syrie, il y a une forte, quand même, en fait, l'État, donc, il met une connotation très forte, donc, sur l'aspect de l'arabisation. Donc, ils veulent tout le temps centrer toutes les informations en arabe. Donc, ils veulent jamais propager des informations dans d'autres langues. Ça veut dire, on va jamais trouver, par exemple, des articles ou des documents ou des journaux vraiment, par exemple, forgés, écrits en anglais ou en français, par exemple. Certes que la langue la plus importante et qui est la langue officielle de la Syrie est l'arabe. Ça a été toujours l'arabe. Certes, on avait un mandat français pendant 30 ans, donc sur le territoire syrien. Mais sachant que voilà, le français il a été utilisé par exemple par des familles bourgeoises, par les nobles, par les communautés, par exemple, chrétiennes, par exemple, par les communautés musulmanes sunnites riches, donc qui envoyaient leurs enfants dans ces écoles-là, parce que voilà, l'époque de la colonisation, ou bien plutôt le mandat français, pourrais-je dire, voilà, les gens qui partaient, par exemple, dans des églises, et voilà, c'était là, en fait, où il y avait un établissement. C'était un établissement scolaire. C'est là, en fait, où les élites, comment pourrais-je les qualifier, ils étudiaient là-bas. Donc, ils étaient tout le temps proches de ce phénomène. Mais à un certain moment, il y a eu donc une grande transformation donc dans la politique française, que avant la France était un État laïque, c'était un État catholique. Donc après, il y a eu une transition progressive vers la laïcité de l'État, en fait. Et dès que, en fait, il y a eu cette coupure entre les deux, donc on a eu une forme de déchirement, en fait, entre ce qui était du passé, le côté religieux, et le nouvel modèle, donc le modèle laïque, en fait. Après, sachant que, par exemple, prenons le cas du Sénégal, comme il y avait des marchands, donc prioritairement de la Mauritanie et du Maroc, qui commerçaient donc avec le Sénégal. Donc il y a eu une propagation donc de la religion musulmane au Sénégal, ce qui donc démontre que la majorité de la population sénégalaise elle est musulmane aujourd'hui. Donc certes, un Sénégalais, il a été donc scolarisé, il a eu une scolarisation donc religieuse. Ça veut dire il connaît des notions, il connaît donc certains passages du Coran, donc il connaît déjà l'alphabet arabe.
Et ce qui est aussi intéressant par rapport au Sénégal, c'est que ils ont réussi à imposer leur langue comme langue officielle et ils ont commencé à se dissocier progressivement, par exemple, de la langue française, juste pour imposer donc leur langue locale. Oui, c'est très beau vu de l'extérieur, Abdel, pour revenir sur le plateau, que le Sénégal, c'est une langue, un peuple qui parle une langue nationale, enfin une langue wolof, donc qui fait que les choses peut-être avancent, mais c'est pas comme ça, Ndiaga, tu es d'accord avec moi, que la langue wolof se parle, mais dans les instruments de travail, c'est la langue française, ce qui pose énormément d'ailleurs de problèmes pour le développement. Cheikh Anta Diop dirait la même chose, ça pose un problème de développement parce que ce qui est censé être le développement, la conception du développement se fait en langue étrangère. Mais par contre, la compréhension du peuple, ils comprennent par rapport à la langue locale. Je veux dire, un Diola, le développement, ils doivent le comprendre en Diola. Le Wolof, c'est pareil. Mais malheureusement, c'est pas ça. Quand on prend une notice, c'est écrit en français. Donc, c'est un peu compliqué pour ce développement. Alors que vu de l'extérieur, tout est beau, on a réussi. Bon. Oui, Yaga. Voilà, il faut... Bon, c'est vrai que ce qu'il... Je reviendrai sur les autres. Juste le tableau qu'il nous dépeint sur la cohabitation entre nos langues nationales et la langue officielle française, le tableau qu'il nous fait n'est pas le tableau conforme à la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, le français, en tant que langue officielle, est en train d'étouffer nos langues locales. Et aujourd'hui, c'est un enjeu d'identité, c'est un enjeu identitaire, parce qu'une langue, c'est un instrument culturel. Une langue, c'est des visions, c'est des façons de faire, de penser, d'agir, etc. Et la meilleure façon de comprendre une culture, c'est de passer par la langue pour la saisir. Et aujourd'hui, la langue qui est la plus à notre portée, même si nous parlons dans le commerce de tous les jours, dans nos rapports sociaux basiques, le Wolof ou bien le Diola en Casamance ou bien dans le Fatick, le Serer aujourd'hui, mais il suffit de vouloir faire des démarches administratives pour être confronté à la barrière de la langue, parce que quand on n'est pas initié à la langue française, on est comme un étranger dans son propre pays. Ça pose problème. On a des problèmes pour connaître les procédures administratives, pour connaître la loi du pays et tout ce qui va avec. C'est ce qui pose la question de la plénitude de la participation de la majorité de la population à l'effort de développement. Aujourd'hui, il y a des pans entiers de notre société qui sont à l'écart. Il y a Madame Aminata Diaw Cissé qui est professeure à l'université qui disait qu'au Sénégal, il y a une démocratie des lettrés. Et les lettrés aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui, peut-être la majorité ont appris le français et une minorité qui sait écrire alphabétisé, ou bien le Wolof écrit, ou bien une autre langue codifiée écrite, ou bien l'arabe, ne constitue que 2% de la population. Les autres sont complètement exclus de logique démocratique et de la participation à l'effort de développement. C'est des problèmes qui existent en Afrique. Et aujourd'hui, on ne pose pas généralement ces questions-là pour peut-être corriger le tableau que vient de nous faire notre ami. Voilà. La solution, c'est quoi dans ce cas? C'est retirer le français de l'administration ou amener les 2% dont tu parles aux Français? Ça va être quoi la solution alors dans ce cas? En fait, au niveau européen parlant, je trouve que c'est pas un point négatif de supprimer une langue. Par exemple, si un homme d'affaires qui atterrit sur un pays, ou par exemple un étranger qui arrive et qui atterrit dans un pays quelconque. Et voilà, déjà, par exemple, sur un texte, on peut visualiser plusieurs langues, soi-disant, par exemple, le français, l'anglais, et par exemple, une autre langue étrangère. Moi, je trouve que c'est pas négatif. Je trouve que c'est très positif, donc, de pouvoir, donc, c'est une forme d'intégration, c'est une forme de... on va essayer d'équilibrer un peu. C'est un point négatif de supprimer celui de l'administration. Je veux toujours avoir la possibilité de lire un document, de lire un document qui est traduit dans plusieurs langues est toujours bénéfique. Ndiaga, tu veux parler, mais il a raison, parce qu'aujourd'hui, quoi que l'on puisse dire, le français est une langue tampon entre nos micro-États et l'international. En cela, le français aujourd'hui est très utile. Et il n'est pas question quand même sur le français, mais on pose la question de la problématique de nos devenir de nos langues. Aujourd'hui, pourquoi il n'est pas possible de créer un institut de recherche sur le Wolof, écrire des documents scientifiques sur le Wolof ou le Serer, etc.
Maintenant, si attendez, bon, de toutes les oui, bon, l'un n'empêche pas l'autre, c'est pourquoi je dis qu'il n'est pas question que l'on supprime le français pour promouvoir une langue de nos localités. Aujourd'hui, c'est une politique. La question n'est pas de retirer le français pour faire émerger les langues locales. Donc les deux peuvent très bien cohabiter sans qu'il y ait aucun problème. Oui, je suis d'accord. C'est le sens. Moi, je voudrais intervenir juste pour allez-y, Lucien. Par rapport à nos préoccupations. Parce que la langue émancipe l'être humain. Vous savez bien que dans l'histoire, il y a un pays comme les Philippines. Les Philippines a été colonisé par les Espagnols pendant 4 siècles. Après les Espagnols, il y a eu des Japonais. Après les Japonais, c'était les Américains. Mais aujourd'hui, aux Philippines, leur constitution est rédigée en langue maternelle, Tagalog. C'est-à-dire, la langue officielle est Tagalog. Mais cela n'empêche pas qu'ils parlent aussi l'anglais. Mais dans l'administration, il y a vraiment les Tagalog. C'est-à-dire, les documents, même dans les informations, c'est plus les Tagalog. Mais il y a des instituteurs étrangers. Les pays, malgré la corruption, on voit bien qu'avec la langue Tagalog, quand les missionnaires qui vont là-bas pour travailler, ils sont obligés d'apprendre la langue. Au Congo-Kinshasa, il y a 250 langues. Mais ils ont pris 4 langues et ils ont mis ça comme des langues nationales. Donc, il y a Lingala, il y a Swahili, il y a Kikongo et puis il y a Chiluba. Mais malgré cela, le français est la langue officielle. Mais quand on dit que la RD Congo est un pays francophone, mais il faut aller voir combien de gens parlent français. C'est ça là où il y a un sérieux problème. Quand je dis tout à l'heure, oui, c'est bien, il peut y avoir tout au long de ces débats des divergences de vie. Mais comment nous, les Africains, nous devons faire pour démocratiser la communication à l'échelle africaine, surtout avec les Français? Il y a toujours des problème. Si, je trouve qu'on est même un peu démagogue dans la mesure où on est en train de parler du français hors de nos frontières, alors qu'à l'intérieur même de nos frontières, justement, il y a combien de langues nationales au Sénégal? Au moins 7, non? Il y en a 7 qui sont codifiées, c'est-à-dire que 7 qu'on peut écrire ou enseigner. Oui. Mais il y a d'autres langues qui sont là, qui font plus une dizaine au maximum. Le Wolof, que la majorité, voire même tous les Sénégalais parlent à l'intérieur même, par exemple, d'une maison de Mandjak. Le Mandjak, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ethnie au Sénégal. À l'intérieur d'une maison chez les Mandjak, on se rend compte que même le Mandjak, la langue maternelle, n'est pas parlée à l'intérieur de la maison, et c'est le Wolof qui est parlé. Avant de parler du français, qui viennent comme ça, on va dire, perturber, si j'ai bien compris, ceux qui se disent comme ça que le français étouffe un peu les langues nationales. Il y a déjà une langue comme ça qui domine aussi. Pourquoi démocratiquement ça ne devrait pas commencer, on ne devrait pas commencer par balayer d'abord devant notre porte? Allez-y, Mas. Je vais participer, ouais. Oui, allez-y. Bon, j'aimerais juste rappeler une chose. Comme l'a dit notre ami syrien, il a dit que, bon, comme il a dit, moi je partage parfaitement son idée. Il avait dit que, bon, c'est-à-dire, là, moi, j'aimerais revenir un peu du français, quoi. Vous savez pourquoi nous, comme par exemple, l'a dit notre ami, monsieur, je pense, c'est monsieur Ndiaga, ouais, il a dit que, aujourd'hui, il y a, administrativement, si vous ne communiquez pas le français, il y a toujours des problèmes. Il a parfaitement raison. Pourquoi? Parce que, vous savez, ce qui a fait résister aux Français au Sénégal, c'est-à-dire vous savez, quand il y avait eu la colonisation, les pays en majorité musulmane ont tous résisté à la domination française culturellement. Vous savez, on croyait que, bon, parce qu'à l'époque, quand il y avait la colonisation, il y avait aussi il y avait les explorateurs, qui venaient, qui enseignaient, les Français, avec dans des écoles. Bon. Les pays en majorité musulmane, en général, disaient que tout ce que la France nous donne, c'est mauvais, on résiste. C'est ce qui a fait. Mais par contre, les pays en majorité chrétienne, en général, parce que, bon, dans l'église, la prière est faite en français en général. Donc, c'est ce qui nous a fait résister. C'est récent, hein. C'était en latin avant. Non, ça, j'aimerais juste dire, c'était des étapes, ce sont des moyens qu'on utilisait pour lutter contre la décolonisation. Donc, c'est ça, quoi. Au Sénégal, vous savez,
quand il y a Léopold Sédar Senghor, il y a beaucoup plus de revalorisation de la langue française. Le français est une langue en général qui est considérée, quand vous ne parlez pas de français, vous êtes, c'est comme si vous n'êtes pas cultivé, vous n'êtes pas, vous êtes, je ne sais pas, moyenâgeux, entre guillemets, vous ne savez rien du tout. Et ça, c'est partout, hein. Et c'est partout, même ici. Mais non, c'est ça le problème. C'est les extrêmes, justement. Voilà, même ici en Pologne, parce que la France avait réussi à imposer sa langue comme la langue la plus belle du monde, comme la langue des intellectuels, la langue des diplomates, je veux dire la langue du droit, la langue des nobles, la langue de la bourgeoisie. Et ça, c'est y compris même ici, moi-même qui vous dis, ici même en Pologne, quand je suis dans un bus ou dans un train, quand je communique le français, tout le monde a un complexe, tout le monde. Parce qu'il faut croire que vous êtes une personne cultivée, une personne vraiment intellectuelle, vous parlez une très bonne langue, et ça c'est partout. Hein. Donc au Sénégal aussi, il y a toujours des problèmes. Pour vous raconter une anecdote, on avait ici une page de Facebook. Il y avait juste une Sénégalaise en France qui parlait le français. Elle avait fait beaucoup de fautes. Quand elle avait fait beaucoup de fautes, il y a juste des gens qui avaient commenté. Il y avait des Camerounais qui critiquaient beaucoup, qui disaient que cette Française-là, et moi, j'ai contribué dans ce débat. Moi, j'ai dit que, écoutez, le français, ce n'est pas sa langue. Si elle communiquait le Wolof, moi je dis que le français, c'est une langue empruntée. Si elle communiquait le Wolof et qu'elle fasse ces fautes, en ce moment, on pourrait le réprimander, on pourrait le critiquer, puisque comment tu peux faire des fautes comme ça. Et tout le monde m'avait donné raison. Et maintenant, pour vous dire administrativement, au Sénégal aussi, il y a toujours ce problème. Oui. Vous partez même dans un bureau, vous communiquez en Wolof, automatiquement, on ne vous considère pas que vous êtes une personne sérieuse. On vous manque, entre guillemets, de respect même. Il faut que vous communiquiez en français pour qu'on prête attention à vous. Ok, donc oui, j'aurai l'occasion d'y revenir encore. Ok, bien. Donc aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, Ndiaga, si je vous comprends bien, comme Cheikh il l'a dit, en tant qu'instrument, on est plus ou moins d'accord. La langue aujourd'hui nous sert à quelque chose, même si il faut quand même mettre un bémol en disant que si le français n'était pas là, on allait communiquer. Mas, il a bien raison. Ouais, on allait forcément communiquer. Ça, c'est naturel. C'est l'homme, il cherche à communiquer. On a communiqué avant le français. On a communiqué avant le français. Il communiquer plus facilement, plus rapidement, avec la mondialisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le but, c'est pas juste de communiquer, c'est de communiquer efficacement, si je puis dire. Oui, mais communiquer... Et puis, faut pas oublier qu'aujourd'hui, la controverse scientifique, c'est que est-ce qu'on est en mesure de se développer avec une langue d'emprunt? Oui, mais c'est ça la question de fond que Cheikh Anta Diop avait introduite. Mais on revient sur deux questions d'abord. Moi, la question que j'ai posée à Cheikh, on va y revenir. Aujourd'hui, est-ce que la langue française, finalement, au-delà même du côté, on a cette langue, mais que la francophonie commence à se déployer. On a vu l'évolution. Tout neuf nous a rappelé l'évolution. À chaque fois, avec Mitterrand, on augmente. On crée des sommets et aujourd'hui, on parle avec ce rapport d'atelier, comme il dit, qui mise sur la francophonie. Donc, ça dépasse le côté langue. Aujourd'hui, c'est une côté domination économique. Finalement, c'est de ça qu'il faut peut-être parler. Comment voulez-vous que l'Afrique se développe tant qu'il n'y a pas de banques nationales qui sont que les États africains détiennent? C'est complètement autre chose. Ça n'a rien à voir. Ça fait partie du développement. Non, c'est juste un élément. C'est juste un élément. Oui, cher, oui, on reviendra effectivement. Moi, je suis pas d'accord avec tout neuf qui dit ça n'a rien à voir. Parce que le français, au début, c'était une langue. Aujourd'hui, ça commence toujours comme ça. On parle du français, c'est pas la francophonie, le français. Il y a quand même un petit rapport, hein, mon cher. C'est toujours. C'est un rapport à la France. Hein? Nous venons de parler de la domination. Oui. Domination. Il y a plusieurs éléments. Au-delà de la culture de la francophonie, il y a des non-dits. Alors, si il faut commencer à les exhumer, je crois bien qu'on a beaucoup de jours pour les exploiter. Mais forcément, comme dans les organisations intergouvernementales, même au Ken, il y a des trucs comme ça. On est un poil démagogue dans ce débat, mais bon, allons-y gaiement, puisqu'on parle de la francophonie. Parlons de la francophonie, mais ça se retrouve un peu partout dans les autres organisations. On est en train de dire là. Alors aujourd'hui, la francophonie est devenue une institution.
Alors, quand on parle de l'institution, il y a tout un mécanisme à l'intérieur des dominations, d'assujettissement du peuple. Mais nous ne devons pas nous voiler les faces, monsieur. Donc, si je comprends bien, c'est la France qui domine tout le reste. Oui, non, je dis pas, je dis il y a quand même des cas spécifiques. Oui, c'est vrai, je le comprends bien, monsieur Lucien qui défend bien les positions africaines, ou bien peut-être qui prétend défendre bien ce que bon semble être pour les Africains. Maintenant, moi, tout ce que je veux dire, il y a cette francophonie, on ne peut pas la relier, acceptons-la, et maintenant, tout ce que moi je propose, je dis que c'est à nous de savoir dans cette francophonie, qu'est-ce qu'on veut, de prendre des initiatives. Mais vous savez aussi, peut-être une de nos faiblesse aussi, on est souvent à la défensive. Je suis parfaitement d'accord, mais faible, on va rester souvent à la défensive. Mais vous savez, quand vous restez souvent à la défensive, en général, on parvient à vous dominer, ou bien même à vous gagner. Oui. Moi, quand vous êtes dans une organisation, vous savez que vous êtes beaucoup plus peuplé dans cette organisation. Et maintenant, c'est à vous de prendre des initiatives, d'essayer d'imposer ça. C'est pour cela, moi, j'ai beaucoup aimé le discours de Sarkozy lors du sommet de la francophonie qui a eu, je crois, en 2010, si je ne me trompe pas, à Montreux, en Suisse. À Montreux, en Suisse, oui. Oui, voilà. Lui, il avait dit, et j'ai très bien aimé, il a dit que parce que Nicolas Sarkozy n'était pas comme, je ne sais pas, Mitterrand qui misait sur la parole. Nicolas Sarkozy, quand on l'écoutait bien, on savait que lui, c'est comme s'il voyait que cette francophonie n'a pas d'importance. Et pourtant, il a parfaitement raison. Lui, il a dit que devant les chefs d'État africains, et il s'adressait aux Africains, aux chefs d'État africains, il a dit que cette francophonie, en général, on distribue beaucoup d'argent pour aider les pays. Maintenant, économiquement, en général, les populations restent pauvres. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nous envoyer faire une immigration massive en France. Et pourtant, il a parfaitement raison. Vous savez, dans cette francophonie... C'est pas parce que tu es polonais... Il y a de l'argent à compter sur la francophonie, dire que la francophonie a financé une université, ou bien a construit une grande université quelque part. Donc, moi, je pense que ça doit se baser beaucoup plus économiquement. Ok, vous savez, si des impacts économiques beaucoup plus positif. En général, les populations, surtout majoritairement africaines, soutiendront beaucoup plus cette francophonie sans tomber dans l'ignorance. Une question. Qu'est-ce que la francophonie a construit? Tu sous-entends qu'est-ce que la France a construit, c'est ça? Dans un pays? Vous savez, la francophonie, le principal contributeur, ça, il ne faut pas le cacher, hein, c'est la France qui contribue beaucoup plus. Dans ce cas-là, il y a comme un paradoxe de dire qu'est-ce que la France a construit dans un pays africain, et derrière dire que c'est aussi comme ça un instrument de néocolonisation. Moi je ne dis pas la France comme État. Moi je dis que qu'est-ce que la France, par rapport à la francophonie, a contribué au développement économique en général, je veux dire. Oui, alors, attendez, on va essayer de recadrer tout à l'heure là, parce que il y a beaucoup qui n'ont pas encore parlé, et puis voilà, ça continue. On va y revenir un petit peu parce qu'il y a des questions de partout. Il faut qu'on essaie de se comprendre et d'être, parce qu'il y a des défenseurs de la francophonie comme Touneuf, qui essaient de défendre en posant des questions qu'on nous pose souvent. Et oui, c'est une langue. Effectivement, s'il n'y avait pas la francophonie, et aujourd'hui le Wolof qui fait la même chose, une domination. Mais attends, c'est pas pareil, parce que le Wolof, nous l'assimilons. Les origines, la langue africaine, on a des origines, il y a une familiarité ou que définit Cheikh Anta Diop, une proximité avec cette langue qui nous permet d'apprécier cette langue. Aujourd'hui, 45 ans encore. Bah, ça à un peuple qui vient de Guinée. Qu'il a une proximité avec le Wolof. Oui, parce que les Guinéens, effectivement, qui viennent de la Guinée, on a des Guinéens au Sénégal, on voit bien que, par exemple, les Mandins, on les trouve partout en Afrique. On voit que le Peul qui devient la langue, en tout cas une des troisièmes langues les plus parlées, ce n'est pour rien, parce qu'ils sont partout en Afrique. Et effectivement, quand on apprécie de près, moi, j'ai déjà eu un Camerounais ou un Congolais qui me dit, quand je suis arrivé en Casamance, j'avais l'impression que je me retrouvais chez moi. Alors que j'ai jamais vu un Africain qui me dit, quand je suis arrivé aux Champs-Élysées ou à Paris 18e, je me suis retrouvé chez moi. Il y a quand même, ah bah oui,
bah, c'est quand même banal, mais c'est une réalité qui est là. Peut-être il y a une diversité de langues, mais on a une culture qui est pareille et qui nous permet de comprendre la même chose, les mêmes sentiments. Moi, j'ai toujours défendu la même chose. Je suis pas par contre d'accord, ce que je dis tout neuf, sur l'impérialisme wolof ou n'importe quel impérialisme. Je suis juste en train de dire que tout simplement, on aurait pu parler wolof ou autre langue pour se communiquer, mais ça ne veut pas dire faire disparaître le manjac ou le djola. Or, voilà, on est d'accord sur le point, parce que dans la dimension que nous sommes en train de prendre avec le français ou le wolof, ce qui revient pareil, on est en train d'éliminer nos langues. Et c'est pas pour autant qu'on va assimiler la langue ou comprendre la langue française. Donc c'est un problème. Bon, cher. Ouais, tout neuf, cher à l'appareil. Donc, pour ajouter à ça, donc, pour parler la langue wolof, au moins on peut dire que c'est une langue qui n'est pas importée d'ailleurs. Donc c'est une langue qui est bien sénégalaise et à un moment donné il faut parler une langue dans l'intérieur du territoire sénégalais. Au moins on peut dire que c'est une langue bien nationale et on ne va pas éliminer les autres langues, Diola, Serer, Manding, etc. Mais il faut... Je ne parle pas parler sénégal, ouais. Et que ça soit comme ça, finalement le wolof qui dévore tout. Ouais, ben en fait c'est l'histoire ou bien c'est peut-être les contrées, c'est la langue qui était majoritaire en tout cas au Sénégal. Les autres langues c'est beaucoup plus les langues locales. Donc en Casamance on a le Diola etc. Vers la Fouta on a le Peul, le Toucouleur. Mais le Wolof c'est parlé dans beaucoup de régions du Sénégal et dans le commerce. Donc c'est une langue vernaculaire comme on dit. C'est une langue qui permet aux gens de communiquer. Donc ça n'empêche pas. Arrivé au Sénégal, par exemple, ce serait comme ça la langue dominante. Là, ce serait quoi? Un impérialisme aussi? Bien sûr. Excusez-moi si je peux intervenir. Je crois que là, on essaie quand même de mélanger. Nous devons savoir que dans l'histoire de l'Afrique, avant que l'Afrique soit départagée aux États, il y avait des royaumes, il y avait des empires. Ça, c'est vrai. C'est une réalité historique. Oui, je prends l'exemple de l'Afrique centrale. Il y avait le royaume Congo. Alors, si aujourd'hui, vous voyez à Kinshasa, Congo-Kinshasa, il y a une langue, Téké, le peuple Téké, où était le président Omar Bongo, était Téké. Le Téké est parlé à Kinshasa, le Téké est parlé à Brazzaville, le Téké est parlé au Gabon. De même aussi, le Fan est parlé au Cameroun, le Fan est parlé à Guinée équatoriale, le Fan est parlé au Gabon. Vous voyez que dès les origines, s'il faut remonter la machine du temps, le peuple africain vivait en communauté. C'est avec l'arrivée des orateurs, des colons, ils ont essayé de diviser. Tout à l'heure, Babacar vient de dire que voilà, lorsqu'on voit des peuples en Guinée équatoriale, ils parlent la même langue en Burkina Faso, tout ça. Donc, là, les Africains vivaient en communauté. Mais juste pour recentrer les débats, la question c'est aujourd'hui, quelle utilité pour la francophonie en Afrique, si j'ai bien compris. Oui, j'aimerais bien en fait donner un point de vue par rapport à l'axe de la francophonie. Par exemple, étant syrien étranger au continent africain, je trouve que l'utilisation vaste de la langue française dans le continent africain nous permettent quelque part de commercialiser d'une manière plus directe avec l'Afrique noire comme il l'a décrit. Ça veut dire on peut échanger plus facilement, on peut communiquer, parler avec en fait cette partie du territoire africain. Je trouve que c'est un point très très positif et très enrichissant par rapport à certaines personnes qui sont francophones. N'oublions pas que par exemple le Canada aussi, c'est un pays vaste, qui parle le français. Tout ça pour dire que la langue n'est plus simplement culturelle aujourd'hui, elle est aussi économique. Économique, exactement. Moi je me base sur le fond économique parce que je connais pas en fait d'une manière précise et profonde ce que le peuple africain il a subi pendant la colonisation. Sûr et certain, ils ont subi l'esclavage et ça a été reconnu après un bon moment quand même. Et je trouve que ça c'est un petit peu décevant.
mais je suis donc pour moi en fait la francophonie, la langue française reste donc un axe très très fort et très très important pour les hommes d'affaires donc qui maîtrisent la langue française, et je pense que ça peut nous ouvrir donc une facilité d'intégrer ou de parler donc avec donc l'Afrique noire. Ok. Tout le monde. Donc, Mas, on va y revenir parce qu'on est très nombreux, donc ça peut être frustrant pour d'autres de ne pas parler. Mais on va y revenir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prendre un aspect et puis de débattre. On va y revenir parce que la francophonie, c'est pendant presque 15 jours. Nous sommes avec la francophonie ici, en tout cas à Dakar. On va pas faire de la publicité pour eux, mais c'est une manière pour nous d'en discuter un peu plus souvent. Donc, on va y revenir avec des questions beaucoup plus précises. Mais aujourd'hui, juste pour faire un tour de table avec cette question de la francophonie, oui, on va y revenir. Oui, est-ce que vraiment aujourd'hui, depuis 44 ans ou 45 ans, on va dire, est-ce que ça nous a servi au-delà de la langue? Parce que finalement, on restera sur. Mais est-ce que cette francophonie, au-delà de la langue, ça nous a permis d'avancer, notamment pour être précis, d'augmenter par exemple ou de diminuer la pauvreté? Je donne un exemple, comme on l'a dit, des écoles, de construire des écoles ou de permettre une union. Par exemple, là on pourrait dire, je prends le cas en Europe où on parlerait d'Erasmus, où ça nous permet de faire des échanges entre nous et les Africains au-delà de ces sommets, parce que on n'en retient que des sommets, en fait, la francophonie, et on n'en retient que quelques phrases de Senghor. Mais finalement, concrètement, la francophonie, ça reste quoi, à part le fait de parler français? Voilà ma question, pour essayer de faire un tour de table sur ça. Et puis, voilà, on reviendra sur d'autres thèmes très précis. Cher, je commence par toi. Oui, comme tu as dit, bon, la francophonie, ça a aussi des bons côtés quand même, parce que comme on a dit, ça sert aux échanges commerciaux, ça sert aussi à apprendre de la culture, etc., de connaître des choses, le droit, etc., les finances. Donc, il y a aussi des bons côtés. Mais ce qu'on redoute, c'est le colonialisme. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Est-ce que ça va nous pervertir, ou bien sur le côté sociétal, est-ce que ça va nous faire changer de comportement? Mais on peut utiliser la langue française et garder ces habitudes, comme on a ici au Sénégal des habitudes islamiques. Donc la majeure partie de la population qui est rurale n'utilise pas la langue française, et pourtant ils vivent, ils mangent, ils prient, ils vaquent à leurs occupations, et ils participent quand même au développement économique du pays. Donc en faisant la culture, la pêche, etc. Donc les gens qui sont à Kayar, qui sont à Lompoul, à Guet-Ndar, et les gens qui sont sur le Cayor, le Bawol, qui sont sur le bassin arachidier, je pense aussi que ces personnes-là participent au développement du pays, et sans utiliser la langue française, sans parler avec la langue de Molière, de Voltaire, etc. Donc la majeure partie de ces gens-là ne connaissent pas la langue française, et pourtant ils participent activement au développement du pays. Je pense, oui, cher, moi je vais revenir sur ça parce qu'on m'entend bien. La question, juste pour couper, c'est on nous dit oui, on peut garder le français sans pour autant perdre nos valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'instrumentalisation de la France, est-ce que le rôle, c'est effectivement qu'on garde nos valeurs? Parce que, autrement dit, si on prend que d'habitude, les gens qui vont loin à l'école, on a tendance parfois à oublier, comme le dit Cheikh Ahmed Kane dans son bouquin L'aventure ambiguë. En apprenant, vous oubliez. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de ne pas oublier notre tradition, nos cultures et tout ce qui va avec? Est-ce que là, encore une fois de plus, ce n'est pas cette manière de langue? Est-ce que la langue peut aller sans l'endoctrinement, autrement dit? Est-ce que ma question, c'est un peu ça? Voilà. Ouais, donc c'est dangereux, c'est un peu pernicieux d'utiliser la langue française et garder ses traditions. Parce que dans le premier point des objectifs de la francophonie, c'est promouvoir les valeurs culturelles et linguistiques de la France, de la langue française. Donc, qu'est-ce que les valeurs culturelles de la langue de la France? Donc, ça dit, on adopte les comportements et les habitudes des Français au détriment de nos propres cultures. Donc, ça va nous changer. Donc, on va laisser notre culture. Donc, comme on sait, aux origines, la mission colonisatrice de la France, c'est de faire adopter aux gens, donc de les civiliser, de les faire adopter les comportements ou bien la langue française. Donc, dans ce côté-là, donc ça vise à faire changer de comportement aux gens et à les endoctriner et à les faire penser comme les Français. Et dans ce cas, on pourra introduire la culture, donc le mainstream culturel, donc pour ne pas laisser les Américains dicter leur culture, leur façon de faire, leur American way of life. Donc les Français aussi aiment aussi amener leur culture pour que les Sénégalais aussi consomment français.
Donc s'ils vont vendre des disques, de la musique, ça dépend de la musique, des films et des vidéos, ou bien de l'habillement. Donc parce que c'est ça, les Français qui produisent des biens culturels ou bien des biens économiques, ils veulent trouver des gens à qui les vendre. Donc pour faire la chasse là, dans ce terrain, il faut d'abord préparer les gens pour qu'ils acceptent consciemment ou inconsciemment le fait que ça vient de la France, le Made in France, ils vont les inculquer dans leur propre culture au lieu de prendre les produits chinois ou bien américains. Donc là, le côté, la francophonie a cet objectif-là, à ce côté pervers, voilà, bien évidemment. Oui, Ndiaga, tu as vu, hein, d'ailleurs, au-delà de cette question que je viens de poser, cette question que j'ai posée à Cher, il y a une autre question qui se pose souvent. On a vu que les pays colonisés, en tout cas par les Anglais ou d'autres pays, en tout cas s'émergent, ou en tout cas, enfin, comment on va dire, sont plus tendance à se développer que les pays colonisés par la France. Il y a une remarque qui est là, je partage au-delà de ce que je dis, cet endoctrinement, mais aussi le fait que ils sont un peu paternalistes, je ne sais pas comment je veux dire le terme. C'est un débat qui a été posé par des recherches, par des intellectuels, la question de la politique colonisatrice française basée sur l'assimilation, au contraire de la politique mise en œuvre par les anglo-saxons qui est une politique d'autonomisation. Et je pense qu'il y a ces débats de fond qui aujourd'hui, si vous voyez que les colons anglais ont plus laissé d'opportunités et de liberté aux réalités locales, contrairement aux Français qui étaient là pour venir substituer à nos cultures locales la culture française. Et là, je m'en vais peut-être sortir 3 constantes de la francophonie. Une constante linguistique, c'est la langue, elle est française. C'est la langue de la France. Une constante culturelle, c'est l'assimilation à la française. Et une constante économique que l'on entend construire et qui peut-être interpelle les réalités d'aujourd'hui avec la situation désastreuse de la France, parce que j'estime qu'aujourd'hui, au plan culturel, vous dites que voilà, le français nous permet de nous insérer dans le monde du commerce international et tout, mais regardez le commerce international, ça se fait sur la base de quelle logique? C'est des logiques anglo-saxonnes, quoi, aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous entendons, de façon objective, avoir plus de chances de s'insérer dans ce commerce-là, dans ce commerce international-là, est-ce qu'on ne serait pas mieux avisé de nous ouvrir aux Chinois, comme ils le disent, ou bien à l'anglais, comme le font aujourd'hui les Rwandais aujourd'hui? C'est des questions qui sont là. La France aujourd'hui, moi j'ai l'impression, veut peut-être utiliser son précaré africain pour pouvoir peut-être exploiter nos ressources et alimenter son économie en perte de compétitivité. Mais cela n'engage que moi. En tous les cas, c'est des questions qui sont là et qui sont très importantes. Maintenant, on a parlé, maintenant, c'est vrai, pour nos langues nationales. Moi, je dis qu'on a parlé du Wolof et on a fait au mauvais procès du Wolof. On n'a jamais érigé le Wolof comme langue nationale. C'est vrai que le Wolof a bénéficié d'une supériorité numérique, quoi. Parce que les autres étaient des minorités et les Wolofs étaient un peu partout dans l'échange et tout. Le président Senghor a voulu mener une politique basée sur cette représentation majoritaire des Wolofs au niveau du Sénégal pour donner des modèles qui peuvent faire l'objet de critiques, la Diop, des modèles Wolof et tout ça. Maintenant, on n'a jamais dit que le Wolof a mis le pied sur les autres langues. C'est une politique qui a été menée par le président Senghor qui, par-dessus tout, a tout fait pour que le français prenne le dessus sur les autres langues locales. C'est tout le sens de la controverse qu'il a opposée à un certain moment donné entre des gens comme Cheikh Anta Diop qui étaient convaincus qu'on ne peut pas se développer dans une langue d'emprunt et que les Africains ou bien le Sénégal auraient beaucoup plus d'avantages, beaucoup plus d'aisance à peut-être se donner des chances de se développer en mettant en avant la langue nationale. Et depuis lors, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a beaucoup qui reste à faire. La codification des langues nationales, aussi bien le Wolof, le Diola, le Serer, elle est importante. Mais aujourd'hui, il faut aller au-delà. Quand vous dites la francophonie aujourd'hui, la recherche, il y a les œuvres de la recherche, c'est les institutions d'obédience française, l'Agence française de développement, ou bien l'AUF. C'est-à-dire que prenons le cas de la recherche aujourd'hui.
au Sénégal, la recherche aujourd'hui menée de bout en bout par des structures françaises. Je veux parler de l'Agence française de développement, de l'Agence universitaire de la francophonie. Et ces Français nous vendent leur vision du développement. Et aujourd'hui, nous avons une vision de développement qui est extravertie, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous regardons à travers des lunettes françaises, à travers la société française. Et ça ne rend pas service à nos connaissances locales, à nos savoirs locaux. Et ça, c'est des débats de fond. Nous ne disons pas qu'il faut rompre avec le français, mais quand on dit dans les unités de la francophonie qu'il faut peut-être faire la promotion de la langue française, mais également faire la promotion de la diversité culturelle et linguistique, qu'a fait la francophonie pour nos langues aujourd'hui? Qu'avons-nous fait dans le cadre de la francophonie pour mettre en avant le Wolof ou le Lingala ou autre chose? Rien n'a été fait. C'est à nous autres Africains, si nous tenons à notre identité, parce que ces langues quand même, quoi que l'on puisse dire, font partie de notre identité culturelle. Et quand Senghor disait le rendez-vous du donner et de là, il devait partir par un préalable, c'est l'enracinement. Il faut être authentiquement imbu et authentiquement accroché à ces réalités pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Mais aujourd'hui, non seulement nous n'avons pas réglé cette concept de l'authenticité de notre culture, mais nous nous sommes très tôt ouverts à la culture française et aujourd'hui nous n'avons plus le temps à accorder et pour valoriser notre culture propre et ça ne peut pas continuer. Ça marche, vous avez entendu. Donc Lucien, j'imagine que tu abondes dans le même sens. Avant de donner les autres, je te donne la parole juste sur ce que viennent de dire les deux, en tout cas qui sont dans les studios. Lucien, oui. Oui, bien sûr, je partage le point de vue de notre géopolitologue. Parce que quand vous posez la question, est-ce que la francophonie nous a permis d'avancer? Il y a de cela 45 ans. Donc, vous nous demandez de faire le bilan. Tout à fait, oui. Mais, je crois bien que le bilan est un peu mitigé. Parce que si je prends le point positif, pour moi, il n'y en a même pas beaucoup. Donc, je dis, la francophonie a tenté bien, a essayé de démocratiser la communication à l'échelle continentale. Donc, avec des échanges diplomatiques, avec des relations bilatérales, d'État à État, on voit quand même, il y a une certaine harmonie. Mais si je prends du côté négatif, quand je rentre encore dans la mission qui est assignée à la francophonie, promouvoir la paix, est-ce que en Afrique, pendant 45 ans, il y a la paix? Est-ce qu'il y a la démocratie? Il y en a. Les droits de l'homme, il y en a. Mais dans leur pays ici, la France, il y a la paix, il y a la démocratie, il y a les droits de l'homme. Mais ce que nous voyons en Afrique, qu'est-ce que la France fait pour qu'il y ait vraiment la démocratie, pour qu'il y ait vraiment les droits de l'homme? Je ne vois pas grand-chose. Vous-même, vous venez de voir. Dernièrement, on a parlé du Burkina Faso. Quand Hollande a dit que voilà, la France a tout fait pour garantir la sécurité du président déchu. C'est tout un symbole. Je dis, aujourd'hui, la francophonie, à travers la langue française, a essayé de dénaturer des valeurs culturelles africaines. Vous allez m'excuser, je vous donne une petite anecdote. Dernièrement, j'ai fait un travail dans le cadre de mes recherches à l'école. Donc, j'ai établi un parallélisme entre la culture dominante et la culture dominée. J'ai essayé d'argumenter, mais quand le professeur a corrigé, il dit, mais non, Lucien, attention, avec des mots inappropriés. J'ai dit, mais monsieur professeur, qu'est-ce que vous voulez parler par des termes inappropriés? Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça la réalité. Nous vivons dans un monde où il y a la culture dominante et la culture dominée. Si bien que nous fait comprendre, voilà, il y a la dignité humaine, il y a l'égalité des êtres humains. Mais sur la réalité, dans la réalité, on voit que vraiment, il y a toujours une grande différence. Au niveau du progrès économique, tout à l'heure, je crois que l'un des participants a dit que voilà, au niveau des échanges économiques manufacturés. Mais en Afrique, nous voyons qu'il y a des produits manufacturés que l'Afrique importe. Mais ce que l'Afrique exporte, c'est des produits à l'état brut. C'est-à-dire là, on prend nos matières premières à l'état brut, on l'envoie en Europe pour être transformé. Et puis quand ça va revenir, c'est écrit en français. Si c'est transformé en France, en français. Si c'est en Espagne, c'est en espagnol. Alors maintenant, si ça va, ces produits manufacturés, va aller en Casamance. Ça tombe là-bas pour quelqu'un qui ne sait pas lire, le français ou l'espagnol. Comment il va comprendre? Alors, dès lors, s'il s'agit d'un produit pharmaceutique, pour sa
santé, s'il ne sait pas prendre, donc ça va lui causer du tort, un préjudice sur sa santé. Il y a un problème. Alors, maintenant, pour conclure, bien pour faire une piste de propositions, je dis que la langue est en soi une identité culturelle de chaque peuple. C'est son identité à lui. Donc, nous les Africains, nous ne pouvons pas aujourd'hui refuter la langue française, mais il faut l'adapter à nos valeurs. Il faut que nous les Africains, nous rentrons aux fondamentaux, qui est les sanctuaires de notre survie. Survie en tant que peuple, survie en tant que nation. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question que vous nous avez posée. Oui, merci Lucien. Donc il reste deux intervenants. Alors Abdel, on va faire vite. Il reste Mas et Abdel. Donc voilà, oui, allez-y. Je ne serai pas long. Babacar, juste pour vous dire ce qu'a dit M. Cheikh a parfaitement raison. Vous savez, c'est vrai ça. Moi, je crois qu'il n'est pas question d'être complexé. Il faut le dire. Hein. Quoi, la francophonie est là exactement pour détruire nos cultures, comme l'a dit mon ami cher, pour détruire nos cultures, nos valeurs. Vous savez, la francophonie, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, s'implique beaucoup dans les États. En général, quand un problème politique, la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie intervient pour dire qu'on va sanctionner ce pays, les droits de l'homme, vous savez, tout ça, de manière générale, il faut comprendre. Est-ce que, par exemple, dans ce qu'on dit les droits de l'homme, moi je vais donner l'exemple à mon ami Lucien qui disait les droits de l'homme. C'est vrai. Bon, actuellement, on peut pas liquider ça, c'est très très difficile. Mais il faut dire que les droits de l'homme en général, c'est pour exactement copier le mode de vie, les valeurs occidentales. Aujourd'hui, vous n'entendrez jamais sur le plan international qu'on dise les valeurs africaines, le modèle africain, les valeurs africaines, le modèle africain. En général, on ne cite pas ça. On dit simplement les valeurs occidentales, le modèle occidental. On n'entend pas le modèle démocratique africain. On n'entend pas du tout. On n'entend pas du tout ça. Et eux, ce qu'ils considèrent comme des valeurs, est-ce que ça c'est conforme à nos valeurs locales africaines? Et maintenant, pour venir à ta question, Babacar disait qu'en général, Babacar, vous avez parfaitement raison de dire que les pays anglophones, en général, se débrouillent mieux, ou bien en tout cas s'en sortent mieux que les pays francophones. Mais vous avez parfaitement raison. Je vous dis que, en général, la France, puisque c'est le catalyseur de cette francophonie en général. La France ne se soucie pas en général de l'économie des pays en général peut-être sous-développés. La France en général s'ingère beaucoup dans votre mode de vie. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela, en matière de culture, en matière de religion même, je peux dire. Mais par contre, les Anglais sont beaucoup plus libéraux. Les Anglais, si vous voyez que il y a le Commonwealth et ça marche très bien. Et je ne dis pas que c'est idéal, mais en tout cas ça marche. Les Anglais, en général, ils vous donnent. Voilà, par rapport au Commonwealth. Attachés au Commonwealth, ils étaient vraiment, donc, ils ont eu une croissance économique remarquable. Oui, et les Anglais sont beaucoup libéraux, même si vous voyez, même dans leur. Quand ils colonisaient des pays, on ne dit pas que leur colonisation, toute colonisation est mauvaise. Mais les Anglais ne s'ingéraient pas dans votre culture, si vous voyez même les pays d'Asie, le Pakistan, l'Inde, en général, ce sont des pays qui se sont très bien conservés leur culture, hein, mais la France misait beaucoup sur la culture avec l'autrui. C'est un barbare, il ne vit pas bien, donc on doit le civiliser. Et les Anglais ont su ça. Vous voyez, dans tous les pays francophones. Ok, une seconde, Babacar. Dans tous les pays francophones, vous voyez, presque dans tous les pays francophones, la France a des bases militaires. Mais vous voyez, les Anglais ont retiré toutes leurs bases militaires. Si quelqu'un a une base militaire dans votre pays, a ses institutions, par exemple, soi-disant, je ne sais pas, la francophonie ou les droits de l'homme, vous serez toujours, malheureusement, vous serez toujours dominé. Et votre culture et vos valeurs, vos langues, malheureusement, meurent de plus en plus, même si ce ne sera pas dans l'immédiat. Merci Mas. Donc Abdel, juste un dernier mot, Abdel. Oui, d'accord. Donc moi, je suis tout à fait d'accord qu'il existe une forme de suprématie, donc qui est dominante. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que les Africains aujourd'hui, ils sont assez conscients de ce qui se passe. Et je pense qu'ils vont prendre des mesures, donc qui vont leur permettre
d'évoluer, de prendre leurs propres décisions. Et en fait, c'est que l'éducation, elle est commencée à progresser. Donc le taux d'alphabétisation, il commence donc à progresser. Donc choses qui sont assez positives. Et je pense que le peuple africain... Tout neuf, tu as suivi le débat, tu as posé des questions. Juste, qu'est-ce que tu retiens de ce débat-là, tout neuf, si tu es là? Oui. Écoute, donc je comprends très bien votre point de vue. Donc c'est par rapport à des raps historiques. Donc je peux pas vraiment donner mon avis sur ça. Parce que vous connaissez... Ok. Ndiaga, une ouverture pour nous permettre la prochaine fois de revenir. Juste un dernier mot pour nous permettre de revenir peut-être sur ce débat qui est intéressant, qu'on a vu, qui passionne presque tout le monde, que ce soit des Congolais, des gens, des Sénégalais qui sont en point, mais qui passionnent parce que ça veut dire qu'il y a des choses à se dire, les débats méritent d'être posés. Juste une ouverture. Voilà, moi je reviens tout le temps à mes slogans fétiches, quoi. Pour moi, je pense que le monde actuel attend de nous deux postures. L'authenticité et l'ouverture. L'authenticité voudrait que l'on soit sincèrement à nos réalités culturelles, sans pour autant rejeter l'autre dans sa différence. Et ça pose la question du bilan de la francophonie. Aujourd'hui, tout ce qui a été dit ici n'est rien d'autre qu'un constat d'échec d'une certaine élite politique et intellectuelle. En tout cas, pour ce qui s'agit de la véritable place que devraient occuper nos États africains dans le concert des nations. Vous voyez, dans tous ensembles internationaux, nous avons une portion incroyable. Dites que la francophonie représente au plan économique 20% du commerce international. Je voudrais bien savoir la part de nos États africains dans ce commerce international. Étant entendu qu'au niveau international, l'Afrique représente 2% du commerce mondial. Dans la francophonie totalement fait 20%. Quelle est la part de l'Afrique subsaharienne dans ce concert des nations? C'est des questions de fond qu'il faut poser. Maintenant, est-ce que la jeune génération que nous sommes va faire pire que cette élite dont on a fini de constater l'échec? Je n'en suis pas convaincu. Moi, je veux tout simplement que l'on mette en avant la diversité des Africains, la diversité culturelle africaine, que l'on ne nie pas notre culture comme la politique assimilationniste l'a fait, comme la francophonie aujourd'hui essaie de le faire depuis 40 ans, depuis 50 ans. Aujourd'hui, nous sommes libre et nous avons la possibilité de choisir. Et qui a la possibilité de choisir a la possibilité de dire non. Et je pense qu'il y a pas mal de logique que nous avons hérité de la colonisation, dont il faut finalement rompre pour pouvoir nous affirmer sur l'espace francophone et au-delà sur le monde entier. Merci, vous l'avez entendu, de s'affirmer. C'est d'ailleurs l'intérêt de ce débat-là, parce que tout simplement, il y a des questions comme ça qui se posaient pas avant, ou en tout cas qui se posaient pas de manière publique, comme le disait Cheikh Anta Diop. Bientôt, ça va être de l'ordre naturel des choses, de se poser la question, pourquoi cette francophonie? Qu'est-ce qu'encore la France fait ici? Si ce n'est pas d'avoir une puissance économique, en tout cas à son précaré, pour se faire un droit de veto aux Nations Unies, c'est une question que les gens ont évoquée, certainement ici ou ailleurs, que la France ne veut pas se baser économiquement pour avoir son droit de veto. La France ne veut pas finalement, après avoir perdu peut-être l'Europe au détriment d'une puissance économique comme l'Allemagne, veut encore se régénérer, comme l'a montré le rapport Attali, il a rappelé Masse, qui mise sur cette francophonie pour encore le développement de l'Europe. Beaucoup de questions en tout cas, et c'est le moment de les poser parce que c'est la francophonie, c'est le sommet, c'est en Afrique. Il faut qu'on se pose la question, comme vous l'avez dit, le bilan de cette francophonie ici, parce qu'on ne sait pas réellement. Je m'excuse, il y a un point que nous n'avons pas abordé, et ça fait débat même en Europe. C'est les organismes supranationaux et la crise de l'État-nation. Aujourd'hui, il y a des superstructures qui dominent nos États et ces superstructures sont monopolisées par les grands États. Ce qui revient à la lutte des classes, parce que c'est des conflits d'intérêts. Et généralement, nous autres Africains, étant tout le temps voix au chapitre, on aura l'occasion d'y revenir. Tout à fait, il a raison, on aura l'occasion d'y revenir, effectivement. Donc, juste, dernier mot, c'est dire merci à Abdelrazak, depuis Lyon. Donc, merci d'avoir participé en tant que Syrien, de donner ton point de vue sur la francophonie et sur le Sénégal, parce qu'un Syrien qui parle français, ça montre encore une domination de la France, du bon français en plus, domination
positive. Certainement, c'est une domination positive. C'est pas la même chose, c'est pas la même histoire que nous. Merci à toi. Merci à Mas depuis la Pologne aussi, qui a compris par rapport à un recul de comprendre les choses comme ça. Tout neuf de nous avoir fait un rappel. Jean-Lucien Ngueni avec la pertinence de ses idées, qui pose un problème quand même, qui remet en cause cette domination, que ça soit française ou ailleurs, et puis la conscience que devrait prendre cette jeunesse africaine. C'est ça qui est important dans tout ça, parce que c'est une conscience, Niaga, vous l'avez rappelé, il faut quand même qu'on essaie de sortir de cette domination de classe, de cette domination de nation ou de peuple, comme vous l'avez dit, de cette supra-domination, on ne sait plus. L'école, une fois de plus, c'est une domination, Max l'a dit, c'est une idéologie. La France, c'est une idéologie. Est-ce que ça change notre manière de voir? Point d'interrogation. Merci à vous. Vous êtes sur adionews.info et le débat continue. Ciao et à la semaine prochaine. Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Réumi Kawo Total.